Le craquement écœurant du plastique qui se brisait, des circuits imprimés qui claquaient, et du métal qui se déchirait, résonnait à travers la cuisine, me glaçant le sang dans les veines. Mon père, Arlon, se tenait au-dessus du comptoir de l'îlot central, un lourd marteau de charpentier en acier dans sa main droite. En dessous, gisaient les restes pulvérisés de ma station de travail commercial à $4500. Ma mère, Lorna, n'avait pas l'air horrifiée. Elle tenait son smartphone, cadrant parfaitement les débris, et a pris une photo. Elle a tapoté sur son écran pendant quelques secondes, la téléchargeant sur l'énorme page de groupe de la famille, avec une légende que je verrai plus tard gravée à jamais dans ma mémoire. Il nous appartient maintenant. Je suis resté paralysé dans l'embrasure de la porte. Cette machine n'était pas juste un simple appareil. Elle contenait le logiciel d'estimation propriétaire et le dongle de sécurité physique dont j'avais besoin pour finaliser ma promotion au poste de directeur régional. C'était mon billet de sortie de cette maison, et hors de cet état. Sans cela, ma promotion était morte dans l'œuf, et il le savait. Mon frère, Jess, était adossé au réfrigérateur, faisant défiler son téléphone. Une notification a retenti. Il a lu à voix haute le post de ma mère, Harry, et a tapé son propre commentaire. Il n'a jamais mérité ce succès de toute façon. Mon père a ajouté un emoji rire juste en dessous. Ils m'ont regardé, attendant l'explosion. Ils s'attendaient à ce que je crie, que je pleure, que je supplie, que je fasse une crise de colère qu'ils pourraient ensuite utiliser pour prouver à nos proches à quel point j'étais instable et dépendant. Mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Je n'ai pas crié. J'ai regardé le disque dur double cœur écrasé, l'écran éclaté, et la lumière rouge clignotante du routeur Internet, montée sur le mur derrière eux. J'ai réalisé qu'ils venaient de commettre une erreur fatale. Ils n'avaient aucune idée qu'un événement hors ligne, soudain et violent, sur un appareil sécurisé de l'entreprise, déclenchait instantanément une alerte de sécurité automatisée à mon département de technologie de l'information. J'ai pris une lente et profonde inspiration, laissant la prise de conscience glaciale m'envahir. Pendant 27 ans, j'avais été le nettoyeur attitré des dégâts de cette famille. J'étais la fondation silencieuse sur laquelle ils se tenaient, tandis qu'ils paradaient en prétendant être parfaits. Ils pensaient que détruire mes outils me couperait les ailes et me forcerait à rester ici, à payer leur hypothèque, à financer l'entreprise en faillite de Jess, et à jouer le rôle du fils beau et silencieux. Mon père a posé le marteau sur le comptoir. Le bruit sourd semblait ponctuer sa victoire. Il a croisé les bras, me fixant avec ce regard familier d'autorité absolue, le même regard qu'il utilisait pour mettre fin à toute dispute dans notre maison. Il m'a dit que déménager était un fantasme égoïste. Il a dit que cette famille devait rester unie, que je leur devais de m'avoir élevé, et que sans mon revenu pour aider à la maison, ils auraient du mal. Il parlait comme s'il venait de me rendre un immense service en détruisant ma carrière. Lorna est intervenue, sa voix dégoulinant de cette fausse inquiétude sirupeuse qu'elle utilisait toujours quand des proches étaient là, même s'il n'y avait que nous trois. Elle m'a dit que j'étais de toute façon trop fragile pour un grand rôle de directeur régional. Elle a dit que le stress me ruinerait, et qu'il me protégeait de ma propre ambition. Elle a souri, regardant les morceaux cassés sur le comptoir, et m'a dit que je devrais être reconnaissant qu'il soit prêt à me laisser rester dans ma chambre d'enfant aussi longtemps que nécessaire, à condition que je continue à contribuer ma juste part, bien sûr. Mes mains tremblaient. Pas de chagrin, mais d'une rage si pure et concentrée qu'elle ressemblait à de l'électricité bourdonnant sous ma peau. J'ai regardé Jess, qui souriait toujours à son téléphone, regardant les j'aime affluer sur le poste de ma mère. 123 proches l'ont aimé en moins de 10 minutes. Des tantes, des oncles, des cousins, des gens dont j'avais aidé à réparer le toit, dont j'avais porté les cartons de déménagement, dont j'avais gardé les enfants, ils applaudissaient tous ma chute. J'ai alors réalisé que ce n'était jamais une question d'amour ou de famille. C'était une question de contrôle. Il s'agissait de garder leur enfant chéri, Jess, à l'abri des conséquences de ses propres échecs, en m'utilisant comme un bouclier humain. Je me suis approché du comptoir. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Mon père s'est tendu, s'attendant à ce que je le frappe. Au lieu de cela, j'ai calmement ramassé la poubelle de la cuisine. J'ai balayé les morceaux brisés de mon gagne-pain dans le bac. Le son du verre brisé glissant contre le plastique était le seul bruit dans la pièce. J'ai noué le sac poubelle, je l'ai sorti dans le garage, et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai fermé la porte et tourné la serrure. Ils pensaient qu'ils avaient gagné.
Il pensait que c'était la fin de ma rébellion. Mais alors que j'étais assis sur le bord de mon lit dans le noir, mon téléphone de secours a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. L'écran affichait un numéro que j'ai reconnu instantanément. C'était le directeur de la sécurité réseau de mon entreprise. Qu'est-ce que mes parents avaient bien pu déchaîner ce soir? Assis dans la pénombre de ma chambre, l'adrénaline a commencé à se dissiper lentement, laissant derrière elle un épuisement profond et douloureux. Je fixais la porte fermée, écoutant les bruits étouffés de ma famille en bas. Je pouvais entendre mon père ouvrir une bière. Je pouvais entendre le rire fort et odieux de Jess. Ils célébraient. Ils avaient réussi à rattacher le cheval de trait à la charrue. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement fait un sac et suis parti dans la nuit, il faut comprendre la prison invisible qu'ils avaient passé près de 3 décennies à construire autour de moi. Elle n'était pas faite de barreaux. Elle était faite de culpabilité, de manipulation, et d'un récit soigneusement élaboré qui me dépeignait comme l'heureux bénéficiaire de leur patience infinie. J'étais l'enfant invisible. Mes succès étaient des accidents heureux, et mes échecs étaient des traits inévitables de mon caractère imparfait. Mon esprit a commencé à vagabonder, parcourant les couloirs poussiéreux de ce que je ne peux appeler que mon musée personnel de la douleur. Chaque famille a une histoire, mais la mienne ressemblait à un registre de dettes que je n'avais en fait jamais contracté. Je me suis souvenu de l'hiver brutal de ma 2e année à l'université. Je travaillais de nuit dans un centre de distribution, juste pour payer mes manuels et un vélo d'occasion. Un soir, une énorme tempête de neige a frappé. J'ai demandé à mes parents si je pouvais emprunter une des voitures, juste pour la nuit. Mon père a refusé, prétendant que les routes étaient trop dangereuses, et qu'il ne voulait pas que la prime d'assurance augmente si je dérapais sur la glace. Je me suis enroulé le visage dans une écharpe et j'ai pédalé 6 kilomètres à travers un blizzard. 2 jours plus tard, une énorme facture est arrivée par la poste. C'était une facture de $3000 pour une réparation de transmission sur la voiture de sport de luxe de Jess, une voiture pour laquelle mes parents s'étaient portés garants. Quand j'ai posé la question, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de transférer l'argent de mon épargne pour la couvrir, disant que c'était une urgence familiale. J'ai payé. J'ai fait du vélo dans la neige, et j'ai payé pour les sièges en cuir chauffant de mon frère. Les souvenirs continuaient d'affluer, chacun une brique dans le mur qu'ils avaient construit autour de moi. Je me suis souvenu de mon grand-père. C'était la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé comme si j'avais du potentiel. Avant de mourir, il m'a donné sa montre mécanique vintage. Elle ne valait pas une fortune, mais c'était la seule chose au monde qui me semblait entièrement mienne. Il y a 3 ans, je suis rentré d'un voyage d'affaires pour trouver ma chambre nettoyée. La montre avait disparu. J'ai retourné la maison. Quand j'ai confronté ma mère, elle a calmement siroté son café et a admis qu'elle l'avait emmené chez un prêteur sur gage. Le studio de fitness de Jess était à court de loyer ce mois-là, et elle a dit que s'accrocher à de vieux bijoux inutiles était égoïste. Quand le rêve de mon frère était en jeu, elle a promis de la récupérer. Elle ne l'a jamais fait. Mais le souvenir qui faisait le plus mal, celui qui me faisait serrer la mâchoire si fort que mes dents me faisaient mal, s'est produit l'année dernière. J'avais travaillé 60 heures par semaine, me poussant à la limite physique absolue pour obtenir une promotion. Mon corps a finalement lâché. Je me suis effondré sur un chantier de construction et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, avec un épuisement sévère et une légère arythmie cardiaque. J'étais terrifié. Quand mon père est entré dans la chambre d'hôpital, il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas demandé ce que le médecin avait dit. Il a regardé les moniteurs, a vérifié sa montre, et a dit, « Si tu perds ce travail parce que tu ne sais pas te ménager, qui va payer les impôts fonciers le mois prochain ?» C'était la réalité de mon existence dans cette maison. Je n'étais pas un fils. J'étais un actif. J'étais un filet de sécurité conçu pour les rattraper chaque fois que leur vanité et l'incompétence de Jess les faisaient chuter. J'ai regardé mes mains, rugueuses et calleuses après des années à travailler pour payer mes études et à inspecter des chantiers commerciaux. Je les avais laissés faire ça. J'avais avalé la colère, la considérant comme un devoir. Je les avais laissés me convaincre qu'exiger un respect de base déchirait la famille. En bas, la télévision hurlait. Jess a crié quelque chose à propos de commander des pizzas avec sa carte de crédit. Une prise de conscience soudaine et aiguë a traversé mes pensées. La salle de sport de Jess perdait de l'argent depuis 2 ans. Mon père avait été écarté pour une augmentation 3 fois.
Ma mère dépensait des milliers en adhésion à des country clubs pour maintenir les apparences. Alors, comment Jess proposait-il exactement d'acheter des pizzas avec sa carte? Comment avait-il réussi à garder les lumières allumées et les voitures en marche? J'avais été tellement concentré sur la survie de ma propre vie que je n'avais jamais regardé de près la leur. Il m'avait toujours dit qu'il me protégeait des questions financières complexes. Il gardait le courrier trié, les factures cachées, et le mot de passe secret. La vibration de mon téléphone de secours, me tirant de mes souvenirs, fut brutale. C'était toujours Garrison, le directeur informatique. J'avais laissé sonner plus tôt, mais il rappelait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. J'ai répondu à l'appel, en parlant à voix basse. Je ne le savais pas encore, mais la conversation que j'allais avoir transformerait les morceaux brisés de mon ordinateur portable d'une tragédie en une arme. Qu'est-ce qui se cachait dans l'ombre de mon propre nom? Allô, ai-je chuchoté dans le récepteur, pressant fermement le téléphone contre mon oreille. Corbin, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis 20 minutes. La voix de Garrison crépitait à travers le haut-parleur. Il semblait essoufflé, totalement dépourvu de son calme habituel de cadre d'entreprise. Garrison était un homme méticuleux, le genre à surveiller les serveurs de notre entreprise comme un faucon observant un champ. Pour qu'il m'appelle à 11 h un vendredi soir, cela signifiait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Garrison, je peux expliquer, ai-je commencé, la voix tendue. Mon ordinateur portable, il y a eu un accident. Il a été détruit. Je paierai pour le remplacement, je promets que cela n'affectera pas la date limite du projet. Corbin, arrête. Écoute-moi, m'interrompit Garrison, son ton sec et urgent. Je me fiche du matériel en ce moment. Le matériel peut être remplacé. Je me soucie de ce que le matériel faisait juste avant de se déconnecter. J'ai froncé les sourcils, me redressant sur le bord de mon lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était sur le comptoir de la cuisine. Il était en veille. Non, ce n'était pas le cas, a dit Garrison, le son de frappe rapide résonnant en arrière-plan de son côté. 3 minutes avant que la connexion ne soit perdue, le logiciel de sécurité a enregistré une tentative massive d'extraction de données. Quelqu'un a réveillé la machine et a essayé de récupérer l'intégralité de ton dossier personnel d'employé, y compris ton numéro de sécurité sociale, tes informations de virement direct, et tes dossiers fiscaux d'entreprise. Le système a bloqué le transfert car il a tenté de router les données vers un disque cloud externe non reconnu. Et puis, immédiatement après le blocage, la machine a subi une défaillance physique catastrophique. L'air dans ma chambre est soudainement devenu très rare. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle. Tu es en train de dire que quelqu'un essayait de voler mes données. Je dis que quelqu'un dans ta maison a essayé de récupérer tes dossiers financiers, a réalisé qu'il était bloqué, et a paniqué, a dit Garrison platement. J'ai suivi la requête IP locale. Elle provenait de ton réseau domestique, plus précisément d'un appareil mobile enregistré sous le nom de Jess. Ton frère a essayé de pirater ton dossier, Corbin. Mon sang s'est glacé. Jess. Pendant que j'étais en haut plus tôt à faire mes premiers bagages, Jess avait été seul dans la cuisine avec mon ordinateur portable. Il avait toujours été nul en technologie, ce qui signifiait qu'il ne saurait pas comment contourner les pare-feux d'entreprise. Il a probablement juste branché un disque et essayé de copier tout ce qu'il pouvait voir. Quand le système l'a bloqué et a affiché une alarme à l'écran, il a dû paniquer. Et puis mes parents sont entrés. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté violente. Ils n'ont pas seulement fracassé l'ordinateur portable pour m'empêcher de déménager. Ils l'ont fracassé pour détruire la preuve que Jess avait tenté de pirater mon ordinateur de travail. Ils l'ont détruit pour protéger l'enfant chéri d'une accusation fédérale de cybercriminalité. Garrison, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Pourquoi voudrait-il mes dossiers financiers? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Corbin, je ne suis pas ton conseiller financier, mais en tant qu'ami, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Habituellement, quand des membres de la famille essaient de récupérer des dossiers financiers propres d'un frère ou d'une sœur, ils ne regardent pas le passé. Ils cherchent à tirer parti de l'avenir. As-tu vérifié ton rapport de crédit personnel récemment? Mon crédit? Non, pas depuis que j'ai obtenu l'approbation de mon appartement il y a 3 ans. Je n'ai aucune dette. Je paie tout en espèces. Vérifie-le tout de suite, a ordonné Garrison.
Je vais enregistrer cette défaillance matérielle comme une chute accidentelle pour te faire gagner du temps avec les ressources humaines. Mais tu dois découvrir ce qu'ils font avec ton nom. Appelle-moi demain. La ligne est devenue silencieuse. J'ai baissé le téléphone. La maison était maintenant complètement silencieuse. La célébration en bas était terminée et ma famille dormait profondément, reposant paisiblement sur le lit de mensonges qu'ils avaient fait. J'ai ouvert le navigateur web sur mon téléphone. Mes mains tremblaient si violemment que je n'arrêtais pas de mal taper l'URL du Bureau national de crédit. Avant de vous dire ce que j'ai trouvé, avant que je vous explique la dévastation absolue qui m'attendait sur cet écran, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Dans quelle ville êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. J'ai finalement réussi à taper mes identifiants. J'ai répondu aux questions de sécurité. L'écran est devenu blanc, affichant un petit cercle bleu qui tournait en rond, chargeant, récupérant des données, rassemblant la vérité. Je fixais ce cercle tournant, priant un Dieu auquel je n'avais pas parlé depuis des années que Garrison avait tort. Je priais que ce soit juste Jess qui soit stupide, essayant de voir combien d'argent je gagnais pour pouvoir demander une plus grosse aide. Le cercle s'est arrêté de tourner. L'écran s'est rafraîchi, et quand les chiffres se sont chargés, mon cœur s'est arrêté de battre. L'éclat vif de l'écran de mon téléphone a percé l'obscurité de ma chambre, mais les chiffres qui y étaient affichés ont plongé mon monde dans une noirceur absolue. Je me suis frotté les yeux, pensant que le petit texte jouait des tours à mon cerveau épuisé. J'ai rafraîchi la page. Les chiffres sont restés durs, froids et indéniablement réels. Juste en haut de l'écran, sous mon nom et mon numéro de sécurité sociale, se trouvait un solde total de dettes impayées. 122 000 $. J'ai arrêté de respirer. L'air piégé dans mes poumons ressemblait à du verre brisé. 122 000 $. Je ne possédais pas de maison. Je conduisais une berline de 10 ans que j'avais achetée en espèces. J'avais payé mes études universitaires en travaillant de nuit. Je ne devais pas un seul centime à qui que ce soit dans le monde. Pourtant, c'était là, une encre assez lourde pour noyer tout mon avenir, solidement attachée autour de mon cou. Ma vision s'est brouillée alors que je faisais défiler vers le bas pour regarder la liste détaillée des comptes. Il y avait 3 lignes de crédit massives, dont aucune je n'avais jamais demandé. La première était une ligne de crédit commercial de 65 000 $. J'ai cliqué sur les détails. Le bénéficiaire listé sur le compte était une société à responsabilité limitée. C'était le nom légal exact du studio de fitness de Jess. L'adresse postale était la maison de mes parents. Le compte avait été ouvert il y a 14 mois, à peu près au moment où Jess avait miraculeusement rénové sa salle de sport avec des équipements importés haut de gamme, se vantant auprès de tout le monde d'un nouvel investisseur silencieux. J'étais l'investisseur silencieux. Ils avaient utilisé ma cote de crédit propre et durement gagnée pour financer son projet de vanité. Le deuxième compte était un prêt personnel de 35 000 $. J'ai agrandi la vue. Les fonds avaient été déposés directement sur un compte chèque joint contrôlé par ma mère, Lorna, et mon père, Arlon. La date d'origine était il y a 8 mois. Mon esprit a fait un bond en arrière. Il y a 8 mois, c'est quand mes parents ont soudainement décidé de rénover la cuisine, la même cuisine où ils venaient de fracasser mon ordinateur portable en morceaux. Ils s'étaient vantés sur les réseaux sociaux des carreaux italiens importés et des armoires sur mesure, qualifiant cela de récompense pour des années de dur labeur. C'était une récompense, en effet. Achetée avec mon identité volée. Le troisième compte était une carte de crédit de niveau premium avec un solde de 22 000 $. L'historique des transactions était un registre écœurant de leur style de vie caché. Dîner coûteux dans des steakhouse, frais de club de golf pour mon père, vêtements de créateur expédiés à ma mère, et plusieurs frais massifs d'un complexe de luxe à Hawaï, réservé pendant la semaine exacte où Jess avait emmené sa nouvelle petite amie en escapade romantique. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. J'ai trébuché vers la petite salle de bain attenante à ma chambre, j'ai agrippé les bords du lavabo, et j'ai eu des hauts le cœur. Quand j'ai finalement repris mon souffle, je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait était un imbécile. Pendant des années, j'avais accepté leurs insultes. J'avais accepté d'être appelé le dépendant, le fragile, le fils qui ne pouvait tout simplement pas être à la hauteur de la grandeur imaginaire de Jess. Ils avaient construit ce mensonge massif et élaboré, me dépeignant comme un fardeau pour toute la famille élargie. Mais c'était une projection,
une projection brillante et maléfique. Ils m'appelaient Sansu alors que leur croc était profondément planté dans mon cou. Je suis retourné au téléphone et j'ai creusé plus profondément dans le rapport de crédit. Comment avait-il contourné les contrôles de sécurité? Comment avait-il vérifié mon identité? Les réponses étaient là, dans l'empreinte numérique. L'adresse email de récupération liée aux 3 comptes était une variation de mon nom, mais c'était un compte email que Lorna avait créé pour moi quand j'étais au lycée, un que je n'avais pas utilisé depuis une décennie. Elle avait le mot de passe. Le numéro de téléphone de vérification était la ligne fixe de la maison. Et sur le document du prêt personnel, il y avait une page de signature numérisée. J'ai téléchargé le PDF et j'ai zoomé. C'était une imitation maladroite et tremblante de mon écriture. Et juste en dessous de ma signature falsifiée, signée avec une confiance parfaite, se trouvait la signature du témoin. Arlon. Mon propre père avait été témoin d'un document falsifié pour me voler. Tout prenait sens maintenant. L'ordinateur portable cassé ne concernait pas seulement la panique de Jess. C'était à propos de la vérification des antécédents. La semaine prochaine, mon entreprise devait effectuer une vérification financière complète pour finaliser ma promotion et mon dossier de relocalisation. Mes parents savaient que dès que l'entreprise ferait cette vérification, cette montagne massive de dettes frauduleuses déclencherait une alerte. Ils ont détruit ma station de travail pour arrêter le transfert, espérant me garder piégé ici pour toujours, travaillant pour rembourser leur vol secret. Je n'ai pas pleuré. La trahison était trop profonde pour les larmes. Elle a complètement contourné le chagrin et s'est installée dans une clarté froide et terrifiante. Ils voulaient que je sois le méchant de leur histoire familiale. Très bien, je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient. Mais comment allais-je le prouver? J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait les coins sombres de cette famille. Le lendemain matin, la maison sentait le bacon et le café frais. Je suis descendu en pantalon de jogging, me frottant les yeux et toussant bruyamment. J'ai dit à ma mère que je me sentais violemment malade, probablement une gastro, et que je retournais me coucher. Elle m'a à peine regardé, a juste hoché la tête, et m'a dit de ne pas répandre de germes près de Jess, qui était occupée à faire son sac de sport. Je suis remonté, j'ai attendu exactement 20 minutes jusqu'à ce que j'entende la porte du garage s'ouvrir et les voitures de mes parents partir pour leurs courses du week-end. Et puis, je suis passé à l'action. Je me suis habillé rapidement, j'ai attrapé mon téléphone de secours, et je me suis glissé par la porte de derrière. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un restaurant, j'ai appelé un VTC et j'ai donné au chauffeur une adresse de l'autre côté de la ville. J'allais voir tante Marin. Marin était la sœur cadette de ma mère, mais elle n'aurait pas pu être plus différente. Marin était une évaluatrice de risque d'assurance à la retraite. Elle était vive, pragmatique, et possédait une intolérance impitoyable pour les absurdités. Elle était aussi la seule personne de la famille élargie qui n'avait jamais cru à la façade parfaite de Lorna et Arlon. Elle avait été discrètement mise à l'écart des réunions de famille parce qu'elle posait trop de questions gênantes. Quand Marin a ouvert sa porte d'entrée, elle a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et à l'énergie frénétique dans mes yeux, et s'est écartée. Le café est dans la cafetière. Assieds-toi avant de tomber, a-t-elle dit. Je me suis assis à sa table de cuisine et j'ai posé mon téléphone. Pendant les 20 minutes suivantes, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'ordinateur portable fracassé, de l'alerte de Garrison, et de la dette frauduleuse stupéfiante de 122 000 $. J'ai observé attentivement son visage. Je m'attendais à du choc. Je m'attendais à de l'horreur. Au lieu de cela, l'expression de Marin s'est durcie en un masque de fureur froide. Elle n'a pas halté. Elle ne s'est pas agrippée à ses perles. Elle s'est dirigée vers son lourd classeur en chaîne dans le coin de la salle à manger, l'a déverrouillé, et en a sorti une épaisse enveloppe en manille. J'ai toujours su que Arlon était un parasite financier, a dit Marin, sa voix étrangement calme alors qu'elle se rasseyait en face de moi. Mais je ne pensais pas qu'ils auraient le culot de commettre une fraude électronique fédérale. Je suppose que je ne devrais pas être surprise. Voleur un jour, voleur toujours. J'ai froncé les sourcils, confus. Que veux-tu dire par voleur un jour? Ils ont toujours été obsédés par l'idée de paraître riches, mais ça c'est un crime. Marin a fait glisser l'enveloppe en manille sur la table. Corbin, tes parents te volent depuis bien avant d'avoir ouvert ces cartes de crédit. Ouvre-la. Mes mains tremblaient alors que je dégrafe l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux documents légaux, jaunis sur les bords. J'ai lu l'entête. C'était une déclaration de fonds en fiducie. Le nom de mon grand-père était en haut, et mon nom était listé comme le seul bénéficiaire. Quand ton grand-père est décédé, il savait que Arlon était mauvais avec l'argent, a expliqué Marin, tapotant un doigt manucuré sur le document. Il a créé un fonds en fiducie pour tes études et ton établissement. Il devait être remis quand tu aurais 21 ans. Le montant principal était de 140 000 $. J'ai arrêté de respirer. 140 000 $. Je n'ai jamais vu un centime de ça. J'ai travaillé de nuit pour payer l'université. Papa m'a dit que grand-père était mort sans le sou. Il a menti, a dit Marin sans détour. J'étais l'exécutrice suppléante. Quand tu as eu 21 ans, Arlon et Lorna ont soumis des documents à l'administrateur du fonds, affirmant que tu souffrais de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ils ont falsifié une lettre d'un thérapeute fictif déclarant que tu n'avais pas la capacité de gérer tes finances. Ils ont demandé un retrait pour difficultés financières afin de couvrir tes soi-disant traitements médicaux et tes soins continus. Le fonds leur a versé les fonds en tant que tes tuteurs légaux. La pièce a tourné. Mes propres parents m'avaient légalement déclaré fou pour voler mon héritage. Ils avaient pris 140 000 $ de mon argent. Et puis, quand cela s'est épuisé, ils avaient volé mon identité pour emprunter 122 000 $ de plus. Ils ne m'avaient pas seulement freiné. Ils m'avaient financièrement exécuté et avaient dansé sur ma tombe. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, ma voix se brisant sous un mélange de trahison et de rage. Parce qu'au moment où je l'ai découvert, ils avaient déjà vidé les comptes, et ils ont menacé de me poursuivre pour diffamation si je te parlais, a dit Marin doucement. Tu étais jeune. Tu croyais tout ce qu'ils disaient, et je n'avais aucune preuve tangible de la falsification à l'époque. Mais maintenant tu as les rapports de crédit. Tu as les journaux d'adresse IP. Et Corbin, j'ai gardé les documents originaux du fonds. Marin s'est levé et a attrapé son manteau. Tu n'as pas besoin d'une épaule pour pleurer en ce moment. Tu as besoin d'un requin. Monte dans ma voiture. Nous allons voir une de mes amies. Elle s'appelle Darby, et elle est spécialisée dans la fraude financière et le recouvrement d'actifs. Le bureau de Darby ne ressemblait pas à un cabinet d'avocat typique. Il n'y avait pas d'étagère en acajou ou de fauteuil en cuir moelleux. C'était élégant, moderne, et intimidant, tout comme Darby elle-même. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux perçants et une attitude qui suggérait qu'elle facturait à la seconde et détestait les perdre. Marin et moi étions assis en face de son bureau en verre pendant qu'elle examinait les documents. Elle comparait l'écran de mon téléphone avec les papiers du fonds, ses yeux balayant les signatures falsifiées avec le détachement clinique d'un chirurgien examinant une tumeur. Amateurisme total, marmonna Darby, jetant son stylo sur le bureau. Ils ont utilisé la même boucle de base sur le C de ta signature sur des documents signés à 4 ans d'intervalle. Personne ne signe son nom exactement de la même manière sur une période de 4 ans. C'est un travail de décalcage de manuel. Pouvons-nous les mettre en prison, ai-je demandé, ma voix stable, bien que mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. Je peux transmettre cela au procureur de district et au FBI, et ils feront absolument face à des accusations criminelles, a dit Darby, se penchant en avant et joignant les doigts. Cependant, les enquêtes criminelles prennent des années. Pendant ce temps, ces dettes restent sur ton rapport de crédit. Tu perds la promotion. Tu perds la capacité d'acheter une maison, et tu dépenses tes économies à combattre les créanciers. Les banques se fichent que ton père soit un criminel. Elles veulent juste leur argent. Alors, que faisons-nous, ai-je demandé. Nous utilisons l'effet de levier, sourit Darby. Et c'était une expression terrifiante. Les criminels qui se soucient de leur réputation sont les plus faciles à briser. Ils craignent l'humiliation publique plus qu'ils ne craignent un juge. Nous avons besoin de preuves absolues et indéniables qui les lient physiquement aux transactions. Nous devons les piéger dans un mensonge si énorme qu'ils n'auront d'autre choix que de céder les actifs pour rembourser la dette, restaurer le fonds, et blanchir ton nom, ou faire face à une annihilation totale. C'est là que l'ordinateur portable détruit entrait en jeu. J'ai expliqué les découvertes de Garrison. Les yeux de Darby se sont illuminés. Parfait. C'est le lien ironique dont nous avons besoin, a-t-elle dit. Nous avons besoin des journaux du routeur. Nous devons prouver que l'adresse IP utilisée pour autoriser ces transferts de prêts massifs correspond à l'adresse IP utilisée lorsque ton frère a tenté de pirater ton dossier de travail.
Si nous avons ça, ils ne peuvent pas prétendre que quelqu'un a volé le courrier. Ils ne peuvent pas prétendre à un vol d'identité par un étranger. L'appel vient de l'intérieur de la maison. J'ai quitté le bureau de Darby avec une mission. J'avais besoin d'un nouvel ordinateur pour extraire les journaux. J'ai appelé Garrison. Fidèle à sa parole, il avait un ordinateur portable d'entreprise flambant neuf et entièrement crypté qui m'attendait à un point de dépôt sécurisé, mais celui-ci était différent. Garrison y avait installé un outil de diagnostic réseau. Je me suis faufilé dans ma maison tard le samedi après-midi. La maison était vide. Mes parents étaient à une réception au country club et Jess était à sa salle de sport. J'ai connecté le nouvel ordinateur portable au Wi-Fi de la maison. Je n'avais pas besoin de leur mot de passe. J'avais un accès physique au routeur dans le salon. En 45 minutes, j'avais extrait tout l'historique administratif de notre réseau domestique des 2 dernières années. J'ai envoyé les fichiers directement à Darby. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. Je les ai, a-t-elle dit, sa voix ronronnant presque de satisfaction. La ligne de crédit commercial de 65 000 $ a été approuvée via un appareil enregistré comme l'iPad de Lorna. Le prêt personnel de 35 000 $ a été authentifié à l'aide de l'ordinateur de bureau dans le bureau de ton père. Et la tentative de piratage de tes fichiers de travail, c'était le téléphone de Jess. Nous avons l'arme du crime numérique, les empreintes digitales, et le corps. J'ai passé le reste du week-end à faire mes valises en silence total. Je me déplaçais comme un fantôme dans ma propre maison. Mes parents pensaient que mon silence était de la soumission. Ils pensaient que l'ordinateur portable cassé avait brisé mon esprit. Au dîner du dimanche, mon père m'a fait la leçon sur la responsabilité, me disant que si je travaillais dur, peut-être qu'un jour je pourrais m'offrir de belles choses comme Jess. J'ai juste hoché la tête, mangeant ma nourriture, les laissant creuser leur tombe plus profondément à chaque mot arrogant. Le jeudi soir, le piège était entièrement tendu. Darby avait préparé les dossiers juridiques. Les bureaux de crédit étaient en attente. Les banques avaient été discrètement informées d'une enquête pour fraude en cours. J'ai envoyé un SMS de groupe à mes parents et à Jess. Je sais que vous êtes occupés, mais j'ai besoin que tout le monde soit dans le salon à 20 h demain soir. Nous devons parler de mon avenir dans cette maison. Ma mère a répondu immédiatement avec un emoji cœur. Bien sûr, chérie, nous sommes toujours là pour te guider. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai regardé mes valises pleines, cachées dans le placard. Demain soir, je ne faisais pas que déménager. Je brûlais entièrement le château de cartes. Ils pensaient que je leur appartenais. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils appartenaient aux preuves. Si vous voulez voir exactement comment j'ai détruit leur petit monde parfait dans ce salon, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. Le vendredi soir est arrivé avec une lourdeur suffocante dans l'air. Le salon de la maison de mon enfance était décoré exactement comme ma mère l'aimait, ressemblant à une couverture de magazine glacé plutôt qu'à un endroit où vivaient de vrais êtres humains. Tout était impeccable, beige, et entièrement faux. Ils m'attendaient déjà tous les 3 quand je suis descendu. Mon père, Arlon, était assis dans son énorme fauteuil inclinable en cuir, le roi incontesté de son petit château pathétique. Ma mère, Lorna, était perchée sur le bord du canapé, se limant les ongles avec un air d'ennui absolu. Jess, l'enfant chéri, était affalée sur le causeuse, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone alors qu'il faisait défiler des photos de voitures de sport flambant neuves qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Ils avaient l'air si incroyablement à l'aise. Ils ressemblaient à des gens qui croyaient détenir toutes les cartes de l'univers. Je me tenais à l'entrée du salon, tenant 3 dossiers en manille épais et lourds contre mon flanc. Mon cœur battait à un rythme frénétique contre mes côtes, mais mon visage était taillé dans la pierre. Mon père n'a même pas daigné lever les yeux au début. Il a gardé les yeux sur l'écran de télévision en sourdine qui diffusait un tournoi de golf. Alors, commença-t-il, sa voix dégoulinant de cette arrogance familière et condescendante. As-tu enfin terminé ta petite crise de colère à l'étage? Es-tu prêt à t'excuser pour ton attitude et à parler de la façon dont tu vas payer le loyer pour les 6 prochains mois, pendant que tu trouves un travail qui ne t'oblige pas à t'éloigner de ta famille? Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai marché lentement vers la lourde table basse en verre au centre de la pièce. Le silence s'est étiré, épais et inconfortable,
forçant Jess à finalement lever les yeux de son téléphone. Il a roulé des yeux, laissant échapper un soupir fort et dramatique, clairement agacé que mon existence interrompe sa soirée. « Allez, Corbin » a ricané Jess, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Ne reste pas là à avoir l'air pathétique. Papa t'a posé une question. Vas-tu arrêter de te comporter comme un gamin pour y gâter et commencer à contribuer, ou quoi ?» J'ai regardé directement dans les yeux de Jess, sentant le pouvoir absolu de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai fait un pas en avant et j'ai laissé tomber le premier dossier lourd sur la table en verre. Il a atterri avec un claquement fort et sec qui a fait sursauter ma mère et lui a fait lâcher sa lime à ongles. J'ai laissé tomber le deuxième dossier, puis le troisième. Je ne suis pas ici pour parler de loyer, ai-je dit, ma voix basse, stable, et résonnant d'un calme glacial que je n'avais jamais possédé auparavant. Je suis ici pour parler de 122 000 $. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés en une seule seconde. La tête de mon père s'est vivement tournée vers moi, sa mâchoire se crispant. Ma mère s'est figée, ses yeux passant de mon visage au dossier sur la table. Jess avait l'air confus, son petit cerveau luttant pour traiter le nombre massif que je venais de lâcher dans la conversation. « De quoi parles-tu » a exigé mon père, essayant de maintenir son ton autoritaire. Mais il y avait un tremblement microscopique de panique qui se cachait juste sous la surface de sa voix. J'ai tendu la main et j'ai ouvert le premier dossier. J'ai fait glisser une pile de papiers imprimés sur le verre, directement vers mon père. Je parle du prêt personnel de 35 000 $ que tu as ouvert à mon nom il y a 8 mois, papa. Celui où tu as falsifié ma signature, fourni ton propre numéro de téléphone pour l'appel de vérification de la banque, puis signé de ton propre nom en tant que témoin légal de ton propre crime. Le visage de Harlon a perdu toute sa couleur. Il a regardé le document, ses yeux se fixant sur la ligne de signature surlignée. Il a ouvert la bouche pour parler, pour crier, pour donner un ordre comme il le faisait toujours, mais aucun son n'est sorti. Je me suis tourné vers ma mère et j'ai fait glisser le deuxième dossier vers elle. Je parle aussi de la carte de crédit premium de 22 000 $ que tu as ouverte en utilisant l'adresse email que tu avais créée pour moi au lycée. Celle que tu as utilisée pour financer ton faux style de vie de riche. Lorna a fixé les relevés de carte de crédit. Ses mains se sont mises à trembler violemment. La façade parfaite et brillante de la mère aimante s'est brisée en 1000 morceaux juste devant mes yeux. Enfin, je me suis tourné vers Jess. Il était maintenant assis bien droit, son téléphone oublié sur les coussins. J'ai fait glisser le plus grand dossier vers lui. Et je parle de la ligne de crédit commercial de 65 000 $ que tu as obtenue pour ton studio de fitness en faillite, Jess. Celle que tu as autorisée depuis la tablette de maman. Je pensais que tu avais accepté de te porter garant, a balbutié Jess, sa voix se brisant comme un enfant terrifié. Papa m'a dit que tu avais accepté d'investir dans mon entreprise. Vraiment, ai-je demandé, me penchant sur la table, approchant mon visage à quelques centimètres du sien. Parce que les journaux de sécurité réseau montrent que 3 minutes avant que papa ne fracasse mon ordinateur portable avec un marteau, quelqu'un utilisant un téléphone enregistré à ton nom a tenté de pirater mon dossier d'employé pour voler mes dossiers fiscaux. Les investisseurs exigent-ils habituellement que tu commettes un vol informatique fédéral, Jess ? La pièce est tombée dans un silence absolu et suffocant. Les rois et les reines de ce drame familial toxique s'étouffaient soudainement avec leur propre poison. Mais ils n'avaient même pas encore réalisé le pire. Ils étaient sur le point de découvrir qu'essayer de m'humilier leur avait tout coûté. Quelle excuse allait-il essayer d'utiliser maintenant ? Le silence s'est rompu quand ma mère a commencé à pleurer. Ce n'était pas un sanglot silencieux et réfléchi. C'était un sanglot fort et théâtral, conçu pour manipuler la situation. Une tactique qu'elle avait utilisée avec succès pendant des décennies. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées agressivement. Nous étions en train de nous noyer, Corbin, a gémi Lorna, jetant un coup d'œil entre ses doigts pour voir si sa performance fonctionnait. Nous l'avons fait pour la famille. Le salaire de ton père ne couvrait pas l'hypothèque et l'entreprise de Jess avait des difficultés. Nous devions faire des sacrifices pour maintenir cette famille à flot. Nous allions tout rembourser. Nous avions juste besoin d'un peu de temps. Tu dois comprendre, la famille exige des sacrifices. J'ai senti une torsion écœurante dans mon estomac, non pas de sympathie, mais de l'audace pure de ses mensonges. J'ai pioché dans son dossier, j'en ai sorti une pile spécifique de relevés bancaires surlignés, et je les ai jetés sur la table. Ils se sont éparpillés sur le verre comme des feuilles mortes.
des sacrifices, ai-je aboyé, ma voix s'élevant enfin, brisant le calme que j'avais maintenu. C'est comme ça que tu appelles un complexe de luxe pour couple à Hawaï? Parce qu'il y a une charge de 7 000 $ ici pour une suite en bord de mer pendant la semaine exacte où Jess a emmené sa nouvelle petite amie en vacances. C'est comme ça que tu appelles des carreaux de cuisine italiens importés? Les adhésions au country club et les sacs à main de créateurs, c'est ce que tu considères comme se noyer. Les sanglots de Lorna se sont arrêtés instantanément. Elle a fixé les charges surlignées, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La vengeance familiale que je leur servais était strictement documentée, ligne par ligne, dollar par dollar. Mon père a tenté de sauver la situation. Il a essayé de revenir à sa stratégie habituelle d'intimidation et de harcèlement. Il a agrippé les accoudoirs de son fauteuil, ses jointures devenant blanches. « Écoute-moi bien, » a grogné Arlon, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Tu vis sous mon toit. Tu manges la nourriture que j'achète. Nous t'avons tout donné. Alors quoi, si nous avons emprunté sur ton crédit? Tu nous dois la vie. Je suis ton père, et je ne te laisserai pas me manquer de respect dans ma propre maison pour quelques morceaux de papier. Vous n'avez pas emprunté, papa. Vous avez volé, ai-je répondu, me tenant droit, refusant de reculer devant lui. Et vous n'avez pas seulement volé du crédit. Vous avez volé le fonds en fiducie de mon grand-père. 140 000 $ destinés à mon avenir, vidés parce que vous avez convaincu une banque que j'étais mentalement instable. Arlon a tressailli comme si je l'avais frappé physiquement. Il avait pensé que ce secret était enterré profondément dans le passé, en sécurité pour toujours. Jess était en hyperventilation sur le causeuse. Il a regardé les documents du prêt commercial, les yeux écarquillés de terreur pure. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» a paniqué Jess, sa voix atteignant une note aiguë. « S'il signale ça, la banque va exiger le remboursement du prêt. Ma salle de sport va faire faillite. Je vais tout perdre. » J'ai regardé Jess, sentant une satisfaction sombre et glaciale m'envahir. « Oh, Jess. Que la banque exige le remboursement du prêt est le moindre de tes problèmes en ce moment. Tu te souviens quand tu m'as supplié de sauvegarder les dossiers financiers et les déclarations de revenus de ton entreprise sur ma station de travail, parce que tu refusais de payer pour un serveur cloud sécurisé. » Jess a hoché lentement la tête, un air de profonde confusion sur son visage. J'ai souri. C'était un sourire froid et impitoyable. Quand papa a pris un marteau en acier pour mon ordinateur portable afin d'arrêter la vérification des antécédents, il a complètement détruit le disque dur. Je ne peux récupérer aucune donnée. Ce qui signifie que les seules copies existantes de tes déclarations de revenus des 3 dernières années ont disparu pour toujours. Et comme tu as utilisé des fonds frauduleux pour fonctionner, tu n'as aucune trace écrite propre. Quand le fisc t'auditera, et mon avocate s'est déjà assuré qu'ils le feront, tu n'auras absolument aucune preuve de tes dépenses. Tu viens de mettre ta propre entreprise sur liste noire auprès du gouvernement fédéral. Jess, papa n'a pas seulement fracassé mon ordinateur. Il a fracassé toute ta vie. Jess s'est tournée lentement pour regarder notre père. L'horreur absolue s'est répandue sur son visage. Tu as détruit mes fichiers, a crié Jess, bondissant du canapé. Idiot. Tu as ruiné mon entreprise. J'essayais de te protéger de la prison fédérale pour cybercriminalité, espèce de petit morveux ingrat, a rugi Arlon en retour, se levant pour faire face à Jess. En quelques secondes, le front uni parfait de cette famille toxique s'est effondré. Il se criait dessus, se pointait du doigt, se rejetait la faute, se déchirait comme des loups affamés se battant pour un bout de viande. La loyauté dont il parlait constamment était entièrement fausse. Au moment où les conséquences sont arrivées, ils se sont jetés les uns les autres sous le bus. Je suis resté là un instant, regardant le chaos se dérouler. La moquerie et l'humiliation qu'il m'avait fait subir pendant des années avaient finalement rebondi, les frappant avec 10 fois plus de force. Mais je n'avais pas encore fini. J'avais un dernier coup à porter avant de sortir de leur vie pour toujours. Quel serait l'ultimatum? La ferme, ai-je hurlé. Ma voix a résonné dans le salon, rebondissant sur les murs impeccables et coupant court à leur pathétique dispute. Ils se sont tous les trois figés, tournant brusquement la tête vers moi. Ils ne m'avaient jamais entendu crier. Pas une seule fois en 27 ans. Ils me fixaient comme si un étranger venait de posséder mon corps. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé violemment et de façon permanente. Je n'étais plus le fils silencieux et invisible.
J'étais le bourreau, et je tenais la hache. Écoutez-moi très attentivement, car je ne vais le dire qu'une seule fois, ai-je dit, baissant ma voix à ce ton glacial et stable. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti une seule feuille de papier. C'était une lettre officielle rédigée par Darby. Je l'ai claquée sur la table en verre, juste au-dessus de leur relevé de crédit frauduleux. Mon avocate a déjà rédigé un rapport de fraude complet, ai-je expliqué, regardant mon père droit dans les yeux. Il inclut les journaux d'adresse IP, les signatures falsifiées, les dossiers de détournement du fonds en fiducie, et les preuves de la destruction du matériel. Il est adressé au Bureau fédéral d'investigation, au service de police locale, et au département de fraude des 3 principales institutions bancaires. Lorna a halté, agrippant le bras de Harlon. Corbin, s'il te plaît. Tu ne peux pas envoyer ça à la police. Ton père irait en prison. Jess serait ruinée. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez décidé que mon avenir valait moins que votre vanité, ai-je rétorqué, sans une once de pitié. J'ai tapoté du doigt la lettre officielle. Vous avez exactement 48 heures. D'ici lundi matin, vous signerez un accord juridiquement contraignant pour assumer l'entière responsabilité des 122 000 $ de dette. Vous signerez également une reconnaissance de dette juridiquement contraignante pour rembourser les 140 000 $ que vous avez volés de mon fonds en fiducie. Si vous n'avez pas l'argent, vous liquiderez vos comptes de retraite. Si cela ne suffit pas, vous mettrez cette maison sur le marché. Le visage de Harlon est devenu d'un violet violent. L'idée de perdre sa maison, son symbole ultime de statut et de contrôle, le détruisait. Tu essaies de nous mettre à la rue, a-t-il crié, bien que sa voix se soit brisée de désespoir. C'est de l'extorsion. Non, papa. C'est une restitution, l'ai-je corrigé calmement. L'extorsion, c'est forcer ton fils à payer pour ta vie pendant que tu voles son identité dans son dos. La restitution, c'est vous forcer à nettoyer votre propre gâchis. Si vous refusez de signer, mon avocate envoie les dossiers, et je laisse les procureurs fédéraux décider qui va en prison et pour combien de temps. Le choix vous appartient. Je n'ai pas attendu de réponse. Je ne voulais pas entendre leurs excuses, leurs fausses excuses, ou leurs menaces vides. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers le placard du couloir. J'ai sorti mes 2 grandes valises que j'avais préparées des jours auparavant. « Où vas-tu » a demandé Jess, sa voix tremblante alors qu'il me regardait rouler les sacs vers la porte d'entrée. « Je vais vivre ma vie, ai-je dit, ouvrant la lourde porte en bois. L'air frais et vif de la nuit a caressé mon visage, sentant la liberté. Je suis sorti sur le porche, regardant en arrière les 3 personnes paralysées dans le salon de leur royaume en ruine. N'essayez pas de m'appeler. N'essayez pas de m'envoyer de SMS. Mon avocate vous contactera lundi matin. Profitez de votre week-end. J'ai tiré la porte derrière moi. Elle s'est fermée avec un clic lourd et satisfaisant. J'ai descendu l'allée, j'ai jeté mes sacs dans le coffre de ma voiture, et je suis parti dans la nuit. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Pour la première fois de toute mon existence, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Les chaînes avaient disparu, et les monstres qui les tenaient étaient enfermés dans une cage qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. Merci beaucoup d'avoir suivi mon parcours jusqu'ici. Si vous regardez encore, veuillez laisser un commentaire avec le mot exact terminé. C'est la signature secrète pour les vrais spectateurs de cette chaîne. Et je promets que je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. N'oubliez pas de vous abonner à pour d'autres histoires incroyables. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand le soleil s'est levé le lendemain matin. J'ai passé cette nuit dans un hôtel calme et confortable en centre-ville. J'ai à peine dormi, mais ce n'était pas à cause de l'anxiété. C'était parce que l'adrénaline pure de reprendre ma vie en main coulait encore dans mes veines. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville passer lentement du noir absolu à un violet meurtri, et finalement à un orange brillant et brûlant à mesure que le soleil se levait. J'avais mon téléphone de secours posé sur la petite table à côté de ma tasse de café. Je savais que la tempête arrivait. Darby et moi avions parfaitement synchronisé cela. Pendant que je livrais l'ultimatum dans le salon, le système automatisé de Darby avait envoyé une demande de gel préliminaire aux banques, les alertant d'un accès non autorisé sur les comptes. À 6 heures du matin précise, le téléphone a vibré, dansant sur la table en bois. Je l'ai décroché. Mon père, 10 SMS rapides d'affilée. Corbin, réponds à ton téléphone tout de suite.
Tu ne peux pas nous faire ça. Nous allons trouver l'argent. Annule juste l'avocate. Tu es en train de détruire ta propre famille pour un malentendu. Si tu insistes, je vais perdre mon travail. C'est ce que tu veux. Il est passé de l'exigence à la supplication, puis à la tentative de me faire culpabiliser en l'espace de 3 minutes. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran des messages et je les ai transférés sur le portail sécurisé de Darby. À 7 heures du matin, le téléphone a commencé à sonner sans cesse. C'était Jess. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé. 22 appels manqués au total. Il a laissé un message vocal frénétique, hyperventilant. Je l'ai écouté sur haut-parleur en buvant mon café. Corbin, s'il te plaît, mec. Tu dois appeler la banque, appeler des Jess, sa voix résonnant de panique absolue. Ils viennent de geler tout mon compte professionnel. J'avais un chèque de paie automatique qui devait être encaissé ce matin pour mes entraîneurs et il a été refusé. Mon propriétaire menace de verrouiller les portes. Tu dois leur dire que c'était une erreur. S'il te plaît, Corbin, je t'en supplie. L'enfant chéri, celui qui s'était moqué de mon ordinateur portable détruit et avait dit au monde que j'étais un échec, sanglotait maintenant dans ma messagerie vocale parce que l'argent volé avait cessé de couler. J'ai supprimé le message vocal. À 8 heures du matin, un seul SMS est arrivé de ma mère. Il n'avait pas le ton arrogant de mon père ni la panique chaotique de mon frère. C'était une prise de conscience désespérée et terrifiante que le jeu était terminé. S'il te plaît, donne-nous une chance. Reviens juste à la maison. J'ai immédiatement bloqué leurs 3 numéros. Mais le drame familial ne se limitait pas à mes parents et à mon frère. Les singes volants, les parents éloignés qui avaient joyeusement aimé et commenté la photo de mon ordinateur portable détruit, se réveillaient. Ma mère avait clairement commencé à appeler ses sœurs et ses cousines, racontant une histoire folle sur la façon dont j'avais fait une dépression nerveuse et menaçait de les poursuivre par délire. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages de tantes et d'oncles me disant de montrer un peu de respect et d'arrêter de briser le cœur de ma mère. C'est à ce moment-là que tante Marin a décidé qu'il était temps de larguer la bombe nucléaire. Marin est allée sur le grand groupe Facebook de la famille. Elle a trouvé la photo que mes parents avaient fièrement postée de mon ordinateur portable fracassé, celle avec la légende disant « Il nous appartient maintenant ». Marin n'a pas écrit un long paragraphe émotionnel. Elle a simplement posté 3 photographies dans la section des commentaires. La première photo était la signature falsifiée sur le document de près de 35 000 $. La deuxième photo était une capture d'écran du relevé de carte de crédit de 22 000 $ montrant les frais du complexe de luxe à Hawaï. La troisième photo était une copie du fonds en fiducie de mon grand-père, soulignant le solde de 140 000 $ que mes parents avaient vidé. Marin a ajouté une seule phrase au-dessus des photos. Si quelqu'un d'autre veut faire la morale à Corbin sur la loyauté familiale, vous pouvez d'abord rembourser les 100 000 qu'ils lui ont volés. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel à rafraîchir la page, observant la destruction absolue de la réputation sociale de mes parents en temps réel. Les parents qui m'avaient harcelé sont soudainement devenus complètement silencieux. En 10 minutes, les gens ont commencé à retirer frénétiquement leur j'aime du message original. L'image parfaite et fausse que Lorna et Arlon avaient passé 30 ans à construire au sein de notre famille a été complètement et irréversiblement anéantie en une seule matinée. Ils ont été démasqués comme des voleurs, des fraudeurs et des abuseurs. L'isolement qu'ils avaient tenté de m'imposer venait de devenir leur réalité permanente. Mais l'humiliation publique n'était que la première étape. La vraie douleur allait se produire dans le bureau de l'avocate. Quelle tête aurait-il quand il devrait tout signer? 3 semaines plus tard, j'étais assis dans la grande salle de conférence vitrée du cabinet d'avocats de Darby. La climatisation bourdonnait doucement, maintenant la pièce à une température fraîche et intimidante. Je portais un costume élégant et bien coupé, ressemblant en tout point au directeur régional à succès que j'étais officiellement devenu. La lourde porte en verre s'est ouverte et ma famille est entrée. Je les ai à peine reconnus. Le bilan physique des 21 derniers jours était stupéfiant. Mon père, qui se tenait toujours la poitrine bombée comme un général, avait l'air rétréci et épuisé. Il portait un costume froissé et ses yeux étaient injectés de sang. Le département des ressources humaines de son entreprise avait eu vent de l'enquête pour fraude, et il avait été mis en congé administratif sans solde, en attente d'un examen interne massif. Ma mère avait l'air totalement dépourvue de son glamour habituel. Ses cheveux n'étaient pas coiffés et elle fixait le sol, refusant de croiser mon regard ou celui de Marin,
qui était assise silencieusement dans un coin de la pièce. Jess avait l'air le pire. Le studio de fitness était officiellement mort. Sans la ligne de crédit frauduleuse pour le soutenir, et avec le fisc lui soufflant dans le cou à cause des dossiers fiscaux manquants, son propriétaire l'avait expulsé. Il était complètement en faillite. Sa voiture de sport avait été saisie, et son attitude brillante et arrogante avait été entièrement écrasée. Ils se sont assis de l'autre côté de l'immense table en acajou. Leur avocat de la défense, un homme à l'air fatigué qui savait clairement qu'il avait une main perdante, a ouvert sa mallette et a sorti les documents de règlement. Darby n'a pas perdu de temps en politesse. Elle a fait glisser une épaisse pile de contrats finalisés sur la table. Sa voix était sèche, tranchant le silence comme un scalpel. Voici les termes finaux, non négociables, a annoncé Darby, regardant directement Arlon. Vous assumerez l'entière responsabilité légale et financière des 3 comptes frauduleux, totalisant 122 000 $. Les banques ont déjà accepté de retirer le nom et le numéro de sécurité sociale de Corbin de la dette, en échange de votre confession signée de vol d'identité, ce qui leur évite de vous poursuivre en justice. Arlon a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam oscillant. Il a pris un stylo d'une main tremblante. De plus, a poursuivi Darby, ses yeux se rétrécissant. Pour rembourser les 140 000 $ volés du fonds en fiducie, plus les frais de justice et les dommages-intérêts, vous signez légalement la cession de l'acte de propriété de votre maison. La propriété sera mise sur le marché cet après-midi. Les profits iront directement sur un compte séquestre contrôlé par mon cabinet jusqu'à ce que Corbin soit entièrement indemnisé. Tout solde restant vous sera restitué. Lorna a laissé échapper un sanglot étranglé, enfouissant son visage dans un mouchoir. La maison, la belle maison impeccable qu'elle avait utilisée pour parader sa fausse richesse devant le monde, était partie. Ils allaient devoir déménager dans un petit appartement, dépouillés de leur statut et de leur fierté. Signé, ai-je dit, parlant pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Ma voix était totalement dépourvue d'émotion. Arlon m'a regardé, ses yeux implorant une pitié que je ne possédais pas. Il a lentement baissé la tête, a posé le stylo sur le papier, et a signé son nom. Lorna a suivi, ses larmes tachant le document légal. Maintenant, à vous, Jess, a dit Darby, tournant son attention vers mon frère. Vous signez une ordonnance restrictive permanente vous interdisant de jamais tenter de contacter Corbin, son employeur, ou toute institution financière en utilisant ces informations. Mais avant de conclure, il y a une dernière stipulation que Corbin a demandée concernant le message sur les réseaux sociaux. Jess a levé les yeux, ses yeux écarquillés et terrifiés. Quel message? J'ai mis la main dans ma mallette, j'en ai sorti un grand objet lourd, et je l'ai placé au centre de la table. C'était le plus grand morceau brisé de l'ordinateur portable que mon père avait détruit. Tu vas prendre ça, ai-je dit à Jess, pointant le plastique cassé. Tu vas enregistrer une vidéo en le tenant. Tu vas regarder directement la caméra et tu vas avouer que toi et tes parents avez commis un vol d'identité pour financer votre style de vie. Tu déclareras clairement que j'ai payé les factures pendant que vous voliez mon avenir. Tu t'excuseras, et tu la posteras sur le même groupe familial où tu m'as traité d'échec, et elle restera épinglée en haut de la page pendant 30 jours. Corbin, s'il te plaît, non, a supplié Jess, sa voix se brisant. Je ne pourrai plus jamais me montrer dans cette ville. Les gens vont me ruiner. Tu t'es ruiné toi-même, ai-je répondu froidement. Tu as 5 minutes pour enregistrer la vidéo dans cette pièce. Ou Darby passe l'appel au procureur de district. Choisis. Il a choisi la vidéo. Regarder l'enfant chéri tenir les morceaux brisés de ma carrière, pleurant devant la caméra de son téléphone en confessant ses crimes au monde entier, fut la conclusion absolue dont j'avais besoin. Le changement de pouvoir était complet. Ils avaient essayé de m'enterrer, mais ils n'avaient pas réalisé que c'était moi qui tenais l'appel. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dans la salle de conférence. Ma vie est maintenant entièrement différente, méconnaissable par rapport à l'existence misérable que j'ai endurée dans cette maison. Une fois mon rapport de crédit complètement nettoyé de leurs dettes frauduleuses, mon entreprise a accéléré ma promotion. Je suis devenu le directeur régional de la division CVC commerciale, un rôle qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire massive et d'un package de relocalisation. J'ai déménagé à 3 États de là, loin du terrain vague toxique du drame de ma famille. Avec l'argent récupéré de la vente de la maison de mes parents, qui a couvert intégralement mon fonds en fiducie volé, j'ai acheté ma propre maison. Ce n'est pas un manoir immense et ostentatoire conçu pour impressionner des gens dont je me fiche.
C'est une belle maison tranquille au bout d'une impasse, entourée de grands pins. Quand je franchis la porte d'entrée, il n'y a pas de cris, pas de manipulation, et pas de peur. Il n'y a que la paix. Mes parents vivent actuellement dans un appartement exigu de 2 chambres à la périphérie de leur ancienne ville. Mon père a été contraint à une retraite anticipée après que son entreprise l'ait licencié à cause du scandale de la fraude, et il travaille maintenant à temps partiel dans une quincaillerie juste pour joindre les deux bouts. Ma mère a dû trouver un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Leurs amis du country club les ont abandonnés dès que la vidéo d'excuses a été postée. Jess a disparu. La dernière nouvelle que j'ai eue de tante Marin est qu'il vivait sur le canapé d'un ami dans un autre état, essayant d'esquiver l'audit du fisc qui a complètement détruit son avenir financier. Parfois, tard dans la nuit, je m'assois sur mon porche arrière et je regarde les étoiles, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. J'avais l'habitude de porter tellement de colère. Je me demandais pourquoi je n'étais pas assez bien pour eux. Pourquoi ils ne pouvaient pas simplement m'aimer comme ils aimaient Jess. Mais la vérité est que leur incapacité à m'aimer n'a jamais été un reflet de ma valeur. C'était un reflet de leur propre brisure. C'étaient des personnes vides qui ont essayé de combler leur vide en drainant ma vie. J'ai appris que la famille n'est pas définie par le sang. Le sang ne fait que vous rendre apparenté. La loyauté, le respect et le soutien inconditionnel font de vous une famille. Tante Marin et Garrison me l'ont prouvé. La plus grande vengeance que j'ai jamais prise contre Arlon, Lorna et Jess n'a pas été de les forcer à vendre la maison ou de leur faire signer les aveux. La plus grande vengeance a été de réaliser que je ne me souciais plus du tout d'eux. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais simplement qu'ils disparaissent. Ils avaient passé 27 ans à essayer de me convaincre que je n'étais rien sans eux. J'ai prouvé au monde entier qu'ils n'étaient absolument rien sans moi. Le silence qui existe maintenant entre nous n'est pas le silence d'une victime se cachant de ses agresseurs. C'est le silence d'un homme qui a verrouillé la porte et jeté la clé, laissant les monstres dehors dans le froid pendant qu'il s'assoit enfin près du feu. Si vous regardez cette vidéo et que vous vivez actuellement dans une maison où vous êtes traité comme une ressource plutôt qu'un être humain, s'il vous plaît, écoutez-moi. N'attendez pas qu'il change. Ne vous immolez pas par le feu pour garder les gens toxiques au chaud. Documentez tout, protégez vos finances, et construisez votre stratégie de sortie en silence total. Parce qu'au moment où vous arrêterez de jouer à leur jeu, vous réaliserez exactement à quel point vous êtes vraiment puissant. Je veux vous demander à tous, mes parents éloignés murmurent encore que j'ai été trop sans cœur d'avoir expulsé mes propres parents de leur maison et de les avoir forcés à vivre dans un minuscule appartement. Mais je vous le demande, si vous découvriez que les personnes qui vous ont élevé volaient secrètement des centaines de milliers de dollars en votre nom et détruisaient activement votre carrière pour vous piéger comme leur esclave financier, les laisseriez-vous à la table du dîner? Suis-je allé trop loin, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire de justice ultime.